Ok, on se retrouve aujourd'hui pour l'UE développement durable en STAPS, ouvert aux licences, master et doctorat aussi, et des personnels extérieurs pour ceux qui le souhaitent. Donc l'UE va se passer de la manière suivante. On a 5 TD le vendredi de midi à 14. Les 4 premiers TD, ce seront un peu sous format CM, parce que je ne vais pas vous dire dès le premier jour, ok, on va créer un projet de développement durable en STAPS. Il faut déjà expliquer un peu l'origine et les bases. Donc là, ça va être 2 TD ici, principalement sur le climat, toutes les notions liées aux enjeux environnementaux. Et là, ça va vraiment être sport et climat. Donc, 2 objectifs principaux. Le premier, c'est connaître les enjeux environnementaux et définir le développement durable. Donc ça, c'est assez général. Et 2, c'est comprendre l'impact du monde sportif sur l'environnement. Et à l'inverse, l'impact du changement climatique sur les performances, sur le sport, sur l'activité physique et la santé. Et après, ça, c'est plutôt personnel. D'un point de vue perso, je pense qu'il est essentiel aujourd'hui d'avoir une ligne sur son CV ou un additif au diplôme sur cette thématique. Cette thématique, elle pousse à repenser notre société. D'ailleurs, en STAPS, toutes les filières, maintenant, dès l'année prochaine, ils vont tous repenser les filières STAPS en fonction des enjeux environnementaux. Donc, c'est essentiel pour vous et pour repenser la future formation STAPS. Ensuite, les objectifs plus larges, pour ceux qui sont intéressés mais qui n'ont pas connaissance de toutes les notions, c'est déjà de connaître les enjeux environnementaux par rapport à la santé, par rapport au sport, agir aussi parce qu'il y a besoin d'agir, surtout dans la société actuelle, et faire agir et faire connaître, c'est pour tous les collègues qui ne sont pas là, en parler autour de vous, auprès de votre famille, etc. Quand vous dites STAPS et développement durable, on a cette réaction. Quel est le rapport? D'ailleurs, on voit il y a très peu d'étudiants aujourd'hui, alors qu'on est, je ne sais plus combien de centaines ici, alors que, comme je dis, le développement durable, c'est d'actualité, et c'est on ne peut plus d'actualité. Donc parfois, on se dit, le sport et l'écologie, quel rapport? Ça ne sert à rien. Et à la fin de ce DD, l'idée, ce serait d'être comme ça, ok, de vraiment trouver plusieurs liens, et il y en a, vous allez le voir, entre le développement durable et les filières STAPS. En guise d'introduction, comme on n'est pas beaucoup, je vous propose de faire un petit tour avec au moins le prénom et la filière. Donc, développement durable, ici, c'est un sujet qu'on va voir qui est un peu un terme, on va dire, galvaudé, qu'on n'utilise plus trop. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, il y a le premier rapport en 1972, c'est des chercheurs du MIT, donc le célèbre MIT, des mathématiciens qui se sont dit on part du principe où la population augmente de manière progressive et très rapidement. Et on part aussi du principe que les réserves sur la Terre sont finies. Donc il va y avoir un problème à un moment donné. Donc ils ont fait des projections jusqu'en 2100 et ce rapport, le Club de Rome aussi s'appelait comme ça, c'est un des plus connus qui a permis de mettre en avant la finitude écologique. Et donc d'employer des termes comme zéro croissance ou décroissance ou stabilisation de la production et des populations. Donc le développement durable, c'était le rapport Brundtland qui l'a permis de l'introduire. C'est le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs, sous-entendu, leurs besoins. Donc voilà, c'est la définition globale qui a été utilisée après en 1992 par l'ONU. Et en 2015, vous avez ça. Je pense que vous avez peut-être tous vu ça. Il y a beaucoup d'universités en Europe ou des structures qui aiment bien mettre ça en avant. On respecte les objectifs de développement durable de 2015. Donc pas de pauvreté, je vous passe les détails, tout est marqué en anglais, mais l'égalité des sexes, eau potable, l'énergie, l'éducation, tous les termes ici, action du climat, il y en a 17 en tout. Et l'idée, c'est que le 17e, toute la Terre communique autour de tous les pays communiquent ensemble pour réaliser ces objectifs. Fonctionnement qu'on a. Donc, j'ai pris une approche un peu large du TD. Moi, l'idée, c'est qu'on parle de développement durable, mais avant ça, il faut parler de développement. Tout court. Pourquoi on parle de développement durable? Pourquoi durabilité est introduit ce terme? Donc, qu'est-ce qui nous a permis d'en arriver là, autrement dit? Ça nous paraissait fou. Vous montrez ça aux grands-parents, ne serait-ce qu'appeler quelqu'un en FaceTime il y a 150 ans, il n'y a pas une personne qui peut l'imaginer. D'accord? C'était surréaliste. Donc, l'idée, c'est que pour se développer, et la raison du développement, c'était un progrès technique qui nous a permis de nous développer. Progrès technique ou technologique. Ici, c'est la courbe de la population, et c'est assez impressionnant.
Ici, on est à moins 10 000 avant Jésus-Christ, début de la sédentarisation. On avance, la population, ok, pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose. Et là, on arrive, début du Moyen-Âge, ça commence à augmenter, ça augmente, ça augmente, ça augmente, mais ça reste minime. On ne passe même pas le milliard de personnes sur Terre, malgré les pestes, malgré différentes guerres. Et là, par contre, dès 1800, on va augmenter. Et là, on est 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Et ça va augmenter de à peu près 20 ans par 20 ans. Et ici, aujourd'hui, en 2023, on est quasiment, ou on a passé même les 8 milliards. C'est juste impressionnant. Et on n'est pas prêt de s'arrêter. Il y a des pays comme l'Inde, où on est 1 milliard et quelques, 1 milliard et des brouettes, la Chine aussi. Donc c'est non négligeable. Et qu'est-ce qui nous a permis d'arriver à ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi de 1800 à 2000, on a réussi à atteindre 8 milliards de personnes, alors qu'auparavant, c'est resté quand même assez plat? Déjà parce qu'on a une bonne agriculture, parce qu'il faut les nourrir, les personnes qui survivent, entre guillemets. Ici, on avait les charrues au début. Le rendement n'était pas plus mal. Et ici, je vous ai mis les cultures mayas, qui pour moi en agriculture sont vraiment prédominantes et hyper intelligentes. C'est-à-dire que là, vous avez, ça s'appelle les morailles, si vous voulez aller voir sur Internet. Vous avez ici des microclimats. Ici, il fait très chaud. Là, il fait très froid. Et plus on s'éloigne, plus il fait froid. Donc les Mayas, ils ont l'idée de se dire, on va planter un peu dans différents microclimats et voir où ça pousse. Et en fonction, on va dire, ça, il faut le planter à cette altitude. Donc là, c'est vraiment un laboratoire, mais ça ne permet pas d'arriver à des milliards de personnes. Ce qui permet à subvenir aux besoins des milliards de personnes, c'est ça. Malheureusement, j'ai envie de dire. Donc, c'est de l'élevage. Ici, il faut savoir, par exemple, en débutant sur l'élevage des poules, il y a 70% des poules pondeuses, les œufs que vous avez au supermarché, qui sont issus d'élevage, où il y a plus de 50 000 poules sur un élevage. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Il y a plus de 300, je crois, 300 milliards sur Terre, donc bien plus que les humains. Donc ça, c'est en gros, vous avez une poule par feuille à 4, ok, en termes d'élevage en batterie. Le différent bétail, c'est la même chose. Il faut produire à grande échelle. Pareil, le tracteur, ça nous a sauvé la vie. Hein. On peut désherber, on peut labourer 4 ou 5 rangs d'affilée, des centaines et centaines de mètres à une vitesse folle, et l'agriculteur, il ne se fatigue pas trop, il est au volant. Donc ça nous a permis de nettes améliorations. Un exemple, si on prend la France, il y a la moitié du pays en termes de surface qui est dédiée à la surface agricole. Donc c'est impressionnant. La culture du blé dans le monde, si on le met tout sur une même surface, c'est 4 fois la France, juste le blé. Donc pour être 8 milliards, il faut avoir de la production massive. Et vous allez le deviner par vous-même, ce n'est pas forcément de la qualité, d'accord, pour avoir autant de surface. On a des inventions, là je pense notamment dans la région le robot Dino avec de l'intelligence artificielle qui va détecter les plantes où il faut sulfater ou arroser. Pareil, les drones, ça va survoler toutes les cultures pour savoir quelle culture il faut arroser ou traiter ou récolter, donc ça fait gagner du temps. Et après, ça c'est une petite révolution, une grande révolution pour un agriculteur. Ça va traire les vaches naturellement. C'est un robot, il va ouvrir les deux barrières, la vache rentre. Avec un laser, on va avoir le pied, on va traiter les vaches. Il y a 17% des vaches traitées en France. En Europe, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus de vaches traitées. Et donc le lait, on le récolte comme ça principalement. Et après, je vous passe l'informatique. Maintenant, un agriculteur, il ne se trimballe pas avec un cahier et un stylo. Il a son téléphone et il va, dès qu'il voit une vache boiter ou qu'il y a un problème, le noter dans son téléphone sur un logiciel. Donc c'est du suivi sanitaire. Et merci les informaticiens. Donc on voit qu'il y a une évolution très grande durant les 100, 200 ans, et surtout maintenant, on continue, on ne s'arrête pas cette évolution sur ce point-là. Donc il y a nourrir, donc ce qui est important, c'est de nourrir 8 milliards de personnes, et le transport, qui est aussi important, qui nous a permis de se développer. Donc là, on a la marche et la course. Ça, c'est jusqu'à la fin. Mais la marche et la course, c'est un facteur clé. Ça permet de chasser, mais ça permet aussi de faire 149 millions de kilomètres carrés, d'accord? La surface, au début, on a commencé en Afrique, puis après, on s'est développé partout. La marche et la course, c'est bien, mais pour 8 milliards de personnes, ce n'est pas très utile. Ce qui est mieux, c'est déjà la domestication des animaux. Okay, on va avoir le cheval qui a toujours inspiré. On parle, le logo Ferrari, c'est le cheval. Les chevaux dans le moteur, c'est le terme cheval qui ressort à chaque fois. Donc c'est un animal inspirant pour les transports. Ça permet de ne pas se fatiguer, mais on ne va pas très vite, comparé à la voiture de maintenant. Donc on a évolué sur l'eau,
on a évolué sur Terre, on a évolué dans les airs. Donc, locomotive à vapeur, ordre d'idée, c'est à peu près 1800, ok, et l'avion, 1903, le premier vol motorisé. Donc ici, c'est des progrès majeurs qui se font au fur et à mesure. Donc on approche de l'année 1800 où on a commencé à être 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards grâce à ça et grâce au bateau aussi. 1903, en tant que stapsien, on est intéressé. Le vélo, le Tour de France. 1903, la bicyclette, on appelle ça la bicyclette Made in France. La bicyclette Made in France, ça fait 25 kilos. Hein. Donc c'est pas quelque chose de... Le Tour de France, en moyenne, c'était 20 km/h. Là, on est à 45 en ce moment, voire 50 même pour les plus forts. Donc, c'est un peu... c'est ancien, mais ça fait le taf. On n'a toujours pas changé de modèle. La bicyclette, c'est toujours celle de maintenant. Pour une petite digression, la bicyclette, comment elle a été inventée? Vous avez une idée? C'était assez surprenant quand je suis allé voir ça. En fait, en Indonésie, il y a eu un volcan, une année, qui a ravagé toutes les cultures. Du coup, on ne peut plus manger. Et on mange quoi? Les chevaux qui restent. Donc, on mange des chevaux. Mais si on mange des chevaux, on ne peut plus se déplacer. Et donc l'idée c'était comment on fait pour se déplacer sans le modèle animal. Et il y a quelqu'un qui a inventé la draisienne. C'est ce petit truc là où les enfants ils se baladent avec les pieds. Donc imaginons qu'on se balade comme ça en tant qu'adulte, pas très utile et assez fatigant. Après ça a évolué la draisienne, on a mis les pédales à l'avant. Et donc là vous avez les gros vélos de cirque là avec les grandes roues où si on tombe on ne se relève plus jamais, je pense qu'on finit à l'hôpital. Et enfin il y a eu un anglais qui a eu l'idée de mettre le pédalier pas sur la roue avant, mais sur la roue arrière. Et donc là, on garde ce modèle. Ça fait plus de 150 ans qu'il existe. Et on est toujours sur ce même modèle. Et là, la voiture, la fameuse, la plus utilisée dans le monde, la plus aimée par les Français, la voiture individuelle. Un chien, le chien il est allé en orbite quelques heures, il est mort. Après, ils ont envoyé un chimpanzé pour voir si ça marchait. Et après, le premier homme est venu pour aller en orbite, donc. Mais avant ça, on cache les animaux, toujours. Donc, et maintenant, on est même capable, je ne sais pas si vous avez suivi ça, en 2021, on a nos amis milliardaires qui se sont permis d'aller dans l'espace pour du tourisme. Et ils ont même invité un étudiant. L'étudiant, il a gagné un concours, c'est un étudiant allemand, je ne sais plus de quelle nationalité, mais il est allé à 18 ans dans l'espace parce qu'il avait gagné un concours avec Jeff Bezos et la team de millionnaires. Donc, le développement, c'est ici, Johannesburg, 4 habitants au mètre carré. Quand on prend des photos des routes, ça fait peur. Hein. Et nade dans tous les sens. Et c'est un développement vraiment immense. Et enfin, là j'aime bien prendre cette image, vous commandez un truc sur Amazon, ça vient des États-Unis. Donc ils vont le mettre dans un conteneur. Le conteneur il va aller dans un port via un camion, un port aux États-Unis. Il va être transporté avec une grue posée sur ce magnifique outil de 300 mètres et qui va arriver en France, puis en France sur un camion. Le camion va nous l'amener dans un centre de tri et le centre de tri en voiture dans la boîte aux lettres. C'est une prouesse magnifique. C'est un bateau où on a des toboggans aquatiques, donc on est sur l'eau, mais on se baigne dans une piscine. Mais on est dans les Caraïbes, donc ça fait 3 terrains de foot, il y a 10 000 personnes, il y a une patinoire et j'en passe. Et enfin, les transports, les taxis volants, pour la première fois au JO de Paris. Donc, Cocorico, la France, on aura testé nos volocoptères au JO. Donc, ça a une utilité, j'en doute pas. Si on est dans un embouteillage, il y a quelqu'un qui fait un malaise, on peut nous sortir assez rapidement des embouteillages. Par contre, l'idée de ces gens-là, c'est que d'ici 2030, il y a des taxis comme ça qui volent sans conducteur ou avec conducteur. Au début, ça sera 200 € la course et après, ils vont s'aligner sur les prix Uber. Donc, c'est-à-dire que si je veux voyager d'une place à une autre, j'ai le volocoptère qui va venir me récupérer, entre guillemets. C'est utile, mais il ne faut pas pousser, je pense, au point de l'ubérisation du volocoptère parce que là, on va avoir d'autres problèmes. Donc, on a vu qu'il faut se nourrir, on a vu qu'il faut se transporter et on a vu qu'il faut bien se soigner. Parce que l'espérance de vie d'avant, ce n'est pas l'espérance de vie de maintenant. Hein. On commence par Hippocrate, le fameux, la théorie des humeurs. Je vous passe les détails. En gros, si vous êtes dans le chaud, dans la bile jaune, vous êtes plutôt anxieux, énervé, en colère parce que c'est un mélange de chaud, de feu et de sec et c'est produit par le foie. Alors que là, le sang, c'est produit par le cœur, donc on est jovial, de bonne humeur. Donc voilà, ça c'est les théories hippocratiques. Après, on a notre ami Avicenne, ou Ibn Sina, qui est un des génies de la médecine, qui a écrit le canon. Donc vous allez voir, vous allez faire vos recherches, mais si vous êtes intéressé par la santé, il a, durant toute sa vie, soigné des gens, même l'émir de son pays. C'est plutôt le monde arabe, Avicenne. Puis après,
traduit en Europe. Non. Et là, après, on a nos amis avec le bec. Hein. Vous avez tous vu ça, je pense. La peste noire, ça a tué quand même un tiers de l'Europe. Hein. Le Covid, on tremblait tous. La peste noire, c'est un tiers des personnes qui meurent. Et encore, je pense que on a sous-estimé. Soit ils taillaient et ils vidaient de sang la personne, soit ils taillaient les plaies en pensant que ça allait les soigner. Ou bien ils pensaient que c'était une punition divine, donc il faudrait soigner ça par le divin. La seule chose qui a marché pour la peste noire, c'est le fait de se mettre en, comme on a fait là, en restriction. Donc ceux qui sont malades, ils s'éloignent des autres. Ça a un peu marché, mais c'est vrai que les autres cures n'ont pas fonctionné. Et puis après, hein, le grand progrès, c'était là, la génétique, la bactériologie, tout ce qui nous a permis de nous soigner des bactéries et d'autres microbes. Et là, ça nous permet d'augmenter l'espérance de vie. Je passe plein de détails parce qu'il y a eu plein d'innovations. Mais aujourd'hui, on est principalement sur ça. La robotique, sans émotion, mais du coup, c'est utile en santé quand il s'agit d'opérer quelqu'un. Et enfin, je finirai pour la santé avec les deux belles innovations. C'est une lentille de contact. Je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a pas mal de diabétiques sur Terre. Je pense que vous êtes au courant. Ça se met dans l'œil et en fait, la larme permet de mesurer la glycémie, le taux de sucre. Et dès que le LED de cette lentille s'éteint, ça veut dire que la glycémie n'est plus bonne. Donc ça permet de gagner pas mal de temps pour les sujets diabétiques, mais aussi pour les gens qui suivent les personnes diabétiques. Et enfin, la carte pour la pression artérielle. Donc ça mesure la pression artérielle en continu et vous savez si vous allez faire un infarctus ou vous êtes à risque d'hypertension. Ok, donc je résume. La santé, les transports, se nourrir. Et le dernier, c'est quoi à votre avis? Qu'est-ce qui nous permet de nous élever par rapport aux autres espèces animales? La communication. Ouais, très bien. La communication, les connaissances, bien évidemment, et la communication. On est capable de communiquer. Bon, si je vous donne ce premier téléphone, il ne rentre pas dans la poche, mais c'est un des premiers moyens de communication. Et après, on arrive directement, j'ai fait un saut dans le temps, parce que c'était le plus impressionnant, je ne place pas d'argent chez Apple, mais juste le premier Macintosh en 1984 et 2007, premier iPhone. Et là, on est à l'iPhone, je ne sais plus combien, 13, peut-être un peu plus. Combien? 14? Ok, 14. Donc voilà, 2007, premier iPhone, on est en 2023, on est déjà à l'iPhone 14. Et si on continue, la technologie, on va, je pense, jamais l'arrêter. Qu'on va toujours upgrader sans fin. Et dans le sport, alors, qu'est-ce qu'on a comme innovation dans le monde des activités physiques et sportives? On a les JO. Bien que les JO d'avant, même les JO de Rome, il y avait quand même beaucoup de monde. Hein. Mais on était loin de spectacles technologiques où il y a des volocoptères qui vont arriver pour transporter des personnes. Hein. On était loin de ça. Donc il y a eu quand même des innovations magnifiques. Pour ceux qui sont un peu en physio, ça me fait toujours rire cette image. Là, c'est les premiers tests d'effort. Quand on est sportif, on mesure la VO2. Mais il y avait un monsieur qui roulait en vélo avec 3 sacs à dos, des poches dans tous les sens pour mesurer la consommation d'oxygène. C'était en 1928. En 90 ans, et même un peu moins, on a fait des efforts, mais vraiment magnifiques, où on arrive dans un CHU, en un quart d'heure, on a fait l'épreuve d'effort sur vélo, et le docteur, il ne porte pas un sac à dos avec des poches, tout est informatisé, et c'est plié en 20 minutes. Le rapport est sorti. Pour le paralympisme, là, c'est pareil. Je ne sais pas si vous voyez pour ceux qui s'y connaissent, fauteuil ou du rugby fauteuil, on n'utilise pas ça. On utilise plutôt ça avec de nouveaux équipements, une nouvelle technologie qui permettent d'augmenter les performances. Donc ça, c'est 60 ans plus tard. Mais j'ai mis ce fauteuil, il y en a plein d'autres. Plein d'autres technologies, les prothèses, etc. Et enfin, mon préféré, doper un jour, doper toujours. Dans le sport, on est obligé de parler un peu de ça. On a commencé par manger de la viande d'animal crue comme ça, des viandes, on pensait que ça allait doper les gens. On a fait l'alcool, on est passé par l'hydromel. Après, le plus utile, l'amphétamine, qui a été utilisé au passage pendant la Seconde Guerre mondiale. Et malheureusement, ça a été utilisé beaucoup dans le sport, l'amphétamine. Et après, le génie, Armstrong, 7 Tours de France. Donc, en résumé, on a vu qu'il y avait un progrès technologique sur tous les domaines pour assurer 8 milliards de personnes. Le transport, le bâtiment, l'agriculture, l'industrie. Et ce qui est fascinant, c'est ça, c'est que le progrès, c'est la quête ultime de l'homme. On ne s'arrêtera jamais. L'homme, c'est comme s'il était conditionné pour toujours aller chercher plus haut. Toujours un progrès. On va toujours s'inventer un besoin technologique. On pourrait se dire, imaginons un monde où on se dit, ok, on avait l'iPhone, là, l'iPhone 7, 8, il était très bien. Il fait suffisamment de choses, on s'arrête là.
Mais ça n'arrivera pas, et ce n'est pas arrivé d'ailleurs, on continue. C'est la quête ultime de l'homme, permettant à l'espèce humaine de se développer et surtout de régner en maître sur la Terre. L'homme, c'est le maître sur la planète. On pense, hein. Et il y a quand même des conséquences. Donc là, c'était globalement la première partie, et la question des inégalités. Maintenant, toujours pareil, on se dit, on vit dans un monde où on a des téléphones, où on peut appeler en FaceTime, où on peut se déplacer en volocoptère. Donc on peut très bien s'imaginer, pour une personne extérieure au monde, se dire, bon, ces gens-là, cette culture, ils ont dû quand même éradiquer les besoins primaires. La faim, la pauvreté, puisqu'il y a tellement de développement, ils sont quand même souciés des besoins primaires. Donc il y a quand même ici, ah mais c'est écrit en petit, désolé. Donc là on a quand même 80% des gens en 1800 qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Aujourd'hui, ça a nettement baissé, mais il y a quand même une personne sur 10 qui vit avec 2,15 $, avec moins de 2,15 $ par jour. Et il n'y a que, à l'inverse, 16% des personnes sur Terre qui vivent avec plus de 30 dollars par jour. On en fait partie pour la plupart, à part pour ceux qui sont étudiants, mais quand vous allez commencer à bosser, normalement, ça devrait être rempli. Dans les USA, qui est un pays super développé, il y a quand même 11% des personnes qui sont sous le seuil des 2,15 $ par jour. Donc ça pose des questions en termes d'inégalité. Et d'ailleurs, on voit les répartitions. On a principalement ici Niger, Nigeria, l'Inde. L'Inde, c'est un pays d'1 milliard et quelques. Il faut savoir quand même qu'il y a plus de 300 millions, voire plus, malgré ce pays est en voie de développement. On le voit de plus en plus à l'affiche de manière internationale. Mais il reste quand même pas mal d'inégalités dans ce pays. Et là, graphique un peu amusant. Ouais. Oui, moins de 2,15 $. Ça a été fixé à 2,15 $ par jour. Il montre, si vous prenez la richesse totale sur Terre. On prend les 10% les plus riches, ils ont 76% de la richesse sur Terre. Donc c'est quand même conséquent. A l'inverse, les 50%, donc l'autre moitié, n'a que 2% des richesses sur Terre. Donc on peut parler, je pense, d'inégalité, voire plus même là. C'est 76, 2%, c'est pas trop comparable. Et là, c'est les revenus, c'est le même principe. La richesse, c'est l'acquisition des biens, maisons, etc., ce qu'on nous a légué, plus le revenu, alors que là, c'est vraiment que le revenu, que le salaire. Il y a les mêmes inégalités dans le monde. Et les riches, en plus, ils polluent. Mais ils polluent beaucoup, hein. Si on prend ici un Américain ou un Canadien qui est parmi les 10% les plus riches dans ces pays-là, ils ont une empreinte carbone de 73 tonnes par personne par an. L'empreinte carbone d'un Français, aujourd'hui, c'est de combien? 10 environ, selon les calculs. Un Américain qui a beaucoup d'argent, c'est 7 Français. Et des Français, quand même, on pollue, hein. Je vais vous rassurer, 10 tonnes, c'est beaucoup. Alors, 73 tonnes pour un 10, dans le sport, c'est un pilote de Formule 1 qui fait une année complète. En prenant en compte les déplacements qu'il fait autour de la planète, parce qu'il y a des grands prix à Singapour, il y a des grands prix en Europe, etc. Tous les déplacements. Donc voilà, il y a des inégalités, et il y a beaucoup d'inégalités en termes d'environnement aussi. Alors que vous prenez en Asie du Sud, on est à 1 tonne. 1 tonne et 73, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 1 pour 1. La faim dans le monde, une personne sur 5 en Afrique, non négligeable, mais là, c'est quand même dur de dire ça parce que la faim, quand même, on l'a quand même éradiquée. Elle n'est pas de 0, malheureusement. Et le but d'objectif de développement durable, c'est d'avoir 0. Okay. J'espère que ça va être atteignable en 2030. Donc, il y a ici un enfant qui meurt tous les 6 secondes dans le monde, dû à une dénutrition ou dû à la maladie. Donc ça, c'est des inégalités, parce qu'on va voir que les pays touchés sont souvent les pays en Afrique ou en Asie du Sud. Mais on part d'un constat, en 1800, il y a quand même un tiers des personnes qui naissent qui n'atteignent pas l'âge des 5 ans. Donc c'est des données qui font un peu peur. On a progressé, on a beaucoup progressé, mais le problème c'est que c'est des maladies qu'on peut éviter, c'est des maladies qu'on peut traiter, notamment la dénutrition, sauf qu'on donne peu de moyens financiers, hospitaliers à ces pays-là. Donc, il y a du développement, mais il y a des inégalités. Et là, je finirai dans le monde, il n'y a que 60% des personnes qui ont Internet. Autrement dit,
4 personnes sur 10 n'ont pas Internet dans le monde à ce jour. Ça peut paraître fou pour nous, mais c'est le cas. En revanche, tout le monde a plus ou moins un téléphone. Donc, pour le constat, pour le chapitre 1, il y a eu un développement technologique qui nous a permis d'atteindre 8 milliards de personnes. En revanche, comment on a fait pour se développer autant? C'est ça. Est-ce que c'est parce que l'humain est intelligent et il est devenu de plus en plus intelligent avec les années, ou est-ce qu'il y a une autre raison à ça? Comment ça se fait qu'il y a du pétrole dans nos habits? Vous avez une idée? Ouais. Très bien, il y a du polyester, toutes ces matières-là. Donc voilà, il y a des habits, on va dire, un peu éco-responsables, mais c'est pas à 100%, et l'idée c'est de minimiser les achats. Le plastique, toujours pareil, c'est fait à base de pétrole. On a le ciment, etc., toutes les habitations, ça nécessite de l'énergie. La conduite, le pétrole, l'essence, donc tout ça nécessite de l'énergie. L'énergie, la fameuse, comment on la définit? Simplement, c'est une grandeur physique qui permet de caractériser un changement d'état dans un système. Donc ça, c'est la définition globale. C'est une unité de compte de la transformation. Simplement, on change de forme, on creuse un trou, on a besoin d'énergie. On change dans l'industrie une composition chimique, on a besoin d'énergie. On veut changer de vitesse, on a besoin d'une voiture et donc besoin d'énergie. Si on veut changer la température, on utilise un frigo, on a besoin d'énergie, pareil. Donc, vous l'aurez compris, l'énergie est partout. Tout changement induit de l'énergie. La transition énergétique, ça, qui c'est qui a entendu parler de ça? Avant la révolution industrielle, elle fonctionnait comment? Elle fonctionnait de manière autonome avec des énergies renouvelables, du vent, de l'eau, le soleil, tout ça a été utilisé. Et nous, on estime que par transition énergétique, on va tout recréer et on va se servir des énergies renouvelables, le vent, le soleil, alors que ce n'est absolument pas vrai. Ce qui a changé par contre, c'est que à l'ère moderne ici, on a changé d'ordre de grandeur, mais c'est vraiment hallucinant. On est allé puiser dans ces énergies fossiles plus d'énergie, plus de machines. Et ça, c'est une notion non négligeable. Ce n'est pas l'énergie qui nous a permis de développer tout ce qu'on connaît là, c'est les machines. On a domestiqué des machines. La voiture, la grue. Imaginons qu'au lieu de la grue, on a 300 personnes avec une pelle qui vont creuser en même temps. On n'a pas le même rendement. Hein. En une journée, on ne va pas faire un gros trou. Donc c'est vraiment ça. L'idée, c'est que les machines, via l'énergie, nous ont permis de créer le monde que l'on connaît aujourd'hui. Donc là, je reprends l'idée de Jean-Marc Jancovici, que je trouve ça assez amusant. On prend une personne qui fait 80 kilos. Il porte un sac à dos de 10 kilos. Il va faire une randonnée au Pic Saint-Loup. Tout le monde connaît le Pic Saint-Loup ou pas? Bon, elle est pas infaisable. On va dire qu'elle est compliquée si on n'est pas en forme. Mais c'est quand même du sport, ok? Là, on imagine que cette personne de 80 kilos avec un sac à dos, elle va le faire 6 fois d'affilée, dans la même journée. 6 ascensions. Donc, ces jambes, elles vont produire une énergie mécanique de 0,5 kWh. Donc, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Imaginons que cette personne, elle fait ça tous les jours pendant 1 an. Elle va faire 200 kWh en tout. Donc là, c'était pour la partie humaine. Maintenant, on prend 1 litre d'essence. On va faire brûler 1 litre d'essence. Ça prend moins de temps que monter 6 fois le Pic Saint-Loup. Et pourtant, on va produire 10 fois l'énergie mécanique produite par le monsieur là qui va faire 6 ascensions. Celle-là, particulièrement drôle. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est Robert Fortman qui a, j'ai noté son diamètre de cuisse pour vous dire, 73 cm je crois. Sacré monsieur qui va développer pas mal de puissance. Donc l'idée c'est qu'il fasse, me demandez pas pourquoi, griller une tartine de pain. Parce que nous, le matin, on se lève, on a un grille-pain ou un four, on appuie sur le bouton, mais on ne se dit pas que cet engin-là, il développe 700 watts pour vous griller une tartine en 2 minutes. On ne pense pas à ça. Donc, ça nécessite une énergie hyper importante. Mais ce monsieur, il a dit, je vais faire griller une tartine en pédalant sur un vélo.
Donc, on a relié le grille-pain au vélo. Donc, pendant 2 minutes, il va pédaler à bloc. Il va développer 700 watts et il va faire griller une tartine. Donc, beaucoup d'efforts, mais pas trop de réconfort. Et pour le petit-déj, on peut y repasser. Ça fait beaucoup trop d'efforts pour le matin. Donc, vous comprenez que l'énergie mécanique produite par un humain n'est pas comparable à celle des machines. Un agriculteur, il a un tracteur. Ok ? Le tracteur, il va développer 60 kWh. Donc, 600 paires de jambes en continu, c'est un tracteur. Et un homme au SMIC, c'est 200 € le kilowattheure. De l'essence, 50 centimes. Donc là, on prend directement la machine. Un semi-remorque, 4000 paires de jambes. Un avion, 1 million de paires de jambes. Ça fait beaucoup, hein ? Pour vous dire à quel point l'énergie, on l'a vraiment transformée via les machines. C'est les machines qui nous permettent tout ça. C'est vraiment un grand bénéfice. Donc, c'est quoi le point commun avec toutes ces machines ? Les 3 premières, c'est ça. Le pétrole, le charbon, le gaz. Qui c'est qui utilise principalement le charbon ? Un pays notamment. Un pays qu'on aime bien. Hein. Pour les jouets de Noël, c'est utile. Ouais, ok. Made in China, made in charbon. Retenez ça, ok. Made in China, c'est made in charbon. Il n'y a que du charbon là-bas et pour info, ils utilisent la moitié de la production totale de charbon. C'est la Chine qui l'a, hein, qui l'utilise. Comment on appelle ce joli monstre ici ? Lui, c'est celui qu'il faut anéantir si on veut changer de modèle. Une excavatrice. C'est peut-être une des machines les plus grosses qui existent. C'est un engin, on va voir d'autres photos après, qui a plusieurs godets, qui va creuser en fait sans arrêt, mais il creuse pas comme nous on fait à la pelle. Hein. C'est des régiments entiers qui prend un seul godet et qui va transporter pour être utilisé après. Donc il fait des trous non négligeables. Ensuite, le pétrole. Qui c'est qui utilise le pétrole ? Ouais, c'est que les transports quasiment. La voiture, l'essence, tout ce qui est à base d'essence, c'est le pétrole. Donc sans pétrole, c'est compliqué. Ça sert à quoi ? Globalement. Ouais, chauffage. On peut l'utiliser pour le chauffage, on peut l'utiliser pour l'industrie. En fait, pour à peu près tout. Le gaz, c'est un peu le passe-partout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on utilise principalement le pétrole dû au transport et le charbon pour tout ce qui est électricité dans certains pays. Nous, l'électricité, c'est quoi ? Le nucléaire, parfait. Donc là, c'est la magnifique courbe des énergies fossiles. C'est assez beau, hein ? On voit ça depuis 1900. On a commencé et on ne s'arrête pas. Ça, c'est ça, hein ? C'est 1 centimètre sur la courbe, pas plus. Les énergies renouvelables. Donc, ce qu'on voit ici, traditionnelle biomasse, c'est quoi ? La biomasse principale, ce qu'on utilise le plus depuis la nuit des temps. Le bois énergie, on l'a toujours utilisé le bois énergie. Et donc là, ce qui est fou et ce qui me fascine, c'est que quand on a créé ces énergies-là, on n'a pas arrêté ça. Et on continue toujours à déforer. Le pétrole, le gaz, le charbon, ça ne fait qu'augmenter. Il y a quelques dents de scie, mais globalement, la courbe ne fait qu'augmenter. Donc, combien de temps ça met ? À votre avis, le pétrole, ici qu'on ressort, le gaz, le charbon, ça date de quelle époque ? Plusieurs millions d'années. Et donc, si en 150 ans, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une info importante quand même quand on apprend ça, en 150 ans, on a sorti millions d'années à s'enterrer et que c'est dans l'atmosphère de base, si on le ressort en 150 ans, forcément, il va avoir des problèmes. Et en plus de ça, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui pollue le plus, c'est ce qu'on utilise le plus, donc le charbon. Et c'est pour ça que le Made in China, Made in charbon, il faut le garder en tête parce que le charbon, c'est le truc qui pollue le plus en termes d'empreinte carbone. Donc le CO2, pour ceux qui ne le savent pas, le CO2 va générer un effet de serre additionnel qui va causer
un tas d'autres problèmes sur le climat, sur la biodiversité et sur la santé humaine. Donc, une question, le charbon, le pétrole, le gaz, on vient de le voir, ça pollue beaucoup. Mais comment ça s'est créé? Comment on crée du pétrole? Ouais, fossilisation. On est sur Terre, pourquoi? Tout simplement parce qu'à un moment donné, il y avait de l'eau, il y avait des végétaux, des êtres pluriunicellulaires. Et donc, grâce à la photosynthèse, on va stocker le CO2 dans des petits êtres vivants ou des micro-organismes et on va rejeter l'oxygène. Et l'oxygène nous fait vivre. Donc, le pétrole, c'est quoi? De base, c'est des micro-organismes dans l'océan. Pour comprendre ça, que le bon vieux Jamy, et c'est pas sorcier, pour vous expliquer, parce que, honnêtement, assez simplement, il y a une migration primaire et secondaire. En fait, si vous voulez, quand ça va chauffer, il va y avoir un noyau qui va se former une roche, la roche-mère. Et cette roche-mère, en fait, pour que le gaz et le pétrole y remontent, elle se fracture toute seule, naturellement, avec l'effet de la pression, comme il est dit, et ça va remonter dans quelque chose de totalement imperméable. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire après? On va arriver et on va forer. On va mettre un tuyau à plus de 300, voire des kilomètres parfois, de profondeur, et on va percer la roche imperméable pour aspirer le pétrole et le gaz. Donc là, c'est pareil, c'est le même principe. Migration primaire, migration secondaire. Je vous ai expliqué à quoi ça correspond. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce pétrole? Après, on va l'extraire, mais comment on l'utilise? Le raffinage et tout. Ça, on ne va pas parler des processus vraiment très vulgarisés. Assez simplement. Mais on va le mettre dans une géante chaudière, le pétrole. Ok, dans un truc qui chauffe à fond. Et devinez quoi? Toujours sur le même principe, quand on fait bouillir quelque chose, ce qui va s'évaporer en haut, ça sera le plus propre, et ça formera l'essence. Au milieu, et le kérogène aussi, faire de la cire, de l'huile. Et au fond, on a le pire du pire, le sale, le bitume, le fameux bitume. Seconde partie, le charbon. Ça se construit sur la même matière, sur la même façon, sauf qu'au lieu d'être des phytoplanctons, donc des micro-organismes, ça va être des végétaux, de la forêt, des marécages qui vont se former. Et là, je reprends mon explication de Jamy, qui est assez simple. C'est une très vieille et très longue histoire. Sa formation a... Donc le charbon, comment on va faire pour l'extraire? Ouais, il y a deux façons. Le charbon, on peut le trouver dans des mines, et là c'est plus dangereux pour les hommes, ou bien en surface, comme on va le voir ici. Et là, un petit coucou à nos amis allemands. Donc, Hambach, c'est l'endroit qui pollue le plus en Europe. Tout simplement. On a un trou de 8 km de long avec 400 mètres de profondeur. Excavatrice qui va tourner dans tous les sens et qui va gratter à droite à gauche. Au passage, il y a des pétitions dans tous les sens parce qu'ils ont quand même rasé 22 villages jusqu'à présent pour déplacer les gens et leur dire bon, il y a du pétrole il y a du charbon sous vos maisons, on va vous déplacer pour récupérer tout ça. Et on fait pareil dans les mines. Donc là, toujours pareil, une excavatrice beaucoup plus pratique qui va passer dans les mines pour récupérer le charbon. Bon, mais on a plein de pierres avec. On ne va pas cibler juste le charbon avec l'excavatrice. On sort tout. Et donc on va le trier. Et on va le trier avec de l'eau. Polluer l'eau, et l'eau on la remet dans le circuit après. Donc il y a sur un godet, 40% du godet qui va partir à la poubelle et en plus qui va polluer l'eau. Après on va le transporter et on va l'utiliser. Et pour info, est-ce que vous savez comment fonctionne une centrale nucléaire, une centrale charbon, etc. Est-ce que quelqu'un sait comment ça fonctionne? Si on fait ça, ça fait de la chaleur. Mais est-ce que ça fait de l'électricité? Parce que nous, l'idée quand même d'une centrale nucléaire, c'est de produire de l'électricité. Là, les neutrons qui se rencontrent, qui tapent toute la partie chimique, on va dire, et la partie nucléaire, ça fait de la chaleur. Mais ça ne fait pas de l'électricité. Et donc, comment on fait l'électricité à partir de la chaleur? On va utiliser la vapeur. Et gardez en tête, c'est le même principe pour les centrales thermiques, pour les centrales nucléaires. On va faire chauffer, c'est comme une grosse chaudière, une grosse casserole où on va mettre du charbon. Le charbon, ce qui est bien, c'est qu'il a une capacité à faire réchauffer le truc hyper rapidement et il a beaucoup d'énergie contenue parce que quoi? Parce qu'il est issu de matière végétale. Donc il va produire beaucoup d'électricité, beaucoup de chaleur, pardon. L'eau ici,
elle va être sous forme de vapeur, puisqu'elle va être évaporée, et elle va aller entraîner une turbine. Et en fait, c'est une turbine à vapeur qui tourne, grâce à la vapeur qui va tourner de plus en plus vite, et créer donc, via un alternateur ou un générateur, de l'énergie. Plutôt que ça arrive. Donc ça, c'est pour produire l'électricité, et on comprend dans tous ces processus à quel point on va ravager la planète. Que ce soit à travers les eaux, que ce soit à travers le forage, quand on va creuser, etc. Et on voit donc qu'il y a 4 phases principales que j'ai nommées extraction, transformation, transport et utilisation. Orbite, par exemple, pour modéliser où est-ce qu'il y a la plus grande probabilité de trouver du pétrole. Une fois qu'on a ça, on va venir avec un bateau qui va forer donc directement le sol ou l'océan et on va voir si on a du pétrole. Et après, d'abord, avant d'extraire, on estime la réserve de pétrole. Donc il y a sur Terre et l'offshore. L'offshore, c'est dans l'océan. Ça demande énormément d'énergie, le forage et l'extraction. Vous savez à quoi ça sert ce petit bec d'oiseau là? On appelle ça le bec d'oiseau qui fait que comme ça. Vous avez déjà vu ça ou pas au moins? Au moins ça. Non? Le bec d'oiseau, c'est assez connu, notamment dans les pays au Bahreïn, ils ont un petit oiseau, etc. Ça permet de créer une pression. En fait, le pétrole remonte par un gradient de pression. Quand il n'y a plus assez de différence de pression, on va un genre d'appel d'air, pour que le pétrole remonte à la surface. Et donc ensuite, on va l'utiliser. Ok, donc tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Et malheureusement, les énergies fossiles, ce n'est pas renouvelable. Et c'est ça le problème. À moins qu'on attende des millions d'années, mais ça risque pas d'arriver. Hein. On a du mal à se projeter à 10 ans. Millions d'années, ça paraît loin. Et là, est-ce qu'il nous en reste au moins pour nous, papa? Et la réponse, c'est oui, mais peut-être que pour toi. C'est-à-dire que les enfants qui naissent maintenant, partant sur une espérance de vie de 75 ans, ça fait 2100. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer, et notamment les énergies fossiles. On aura largement passé le pic de la plupart des énergies fossiles et des minerais compris. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui vous sert à faire ça, c'est des minerais, seront assez rares. Donc, ce que j'ai dit, on a extrait trop rapidement, de manière trop importante, ces énergies fossiles. Le coût d'extraction en termes d'énergie, pour faire fonctionner les machines pour extraire le pétrole, etc., sont plus importants que l'énergie qu'on va sortir du sol directement. Donc là, on n'est même plus rentable, et ça arrive, et ça va arriver de plus en plus rapidement. Et pour faire le parallèle avec la première partie du cours, les nouvelles technologies, le problème, c'est que plus on va créer une technologie, plus on aura besoin d'énergie. Et ça ne colle pas avec la courbe. Parce que l'énergie, elle nous dit qu'il va falloir décroître un peu, et la technologie va faire qu'augmenter, l'argent, le PIB va faire qu'augmenter, il va avoir un problème. Je passe assez vite. On abordera très rapidement la notion de pic, mais d'un point de vue mathématique. Genre, on part d'une notion où il y a une finitude. Donc, il y aura forcément un pic. On vous donne 200 kilos de quelque chose, vous les utilisez tous les jours. À un moment donné, le pic il va être atteint et il va falloir décroître. Ou sinon, si vous voulez jamais décroître, vous allez atteindre un pic et vous allez vous casser la figure et on retombe directement. C'est pas le but. Donc, le pic, il y en a qui disent en 2008. Il est passé en 2008. Et d'autres, c'est des génies. Le Moyen-Orient, à chaque fois qu'on a besoin de pétrole, ils nous disent qu'ils en ont toujours plus. Ces gens-là, comment ils font pour déclarer la réserve? Et ce qui est absolument choquant pour moi, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est libre de déclarer son pétrole. Et personne, de manière, une organisation internationale, ne régit ça, ne va pas dire ok, c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc, les Saoudiens et compagnie, les Vénézuéliens, tous les pays d'Amérique latine aussi, et les Russes, eux, ils s'arrêtent pas. Hein. Il y a des besoins, il y a la technologie. Donc, on dit qu'on a du pétrole, on dit qu'on a du gaz, on dit qu'on a du charbon, parce que ça va jamais s'arrêter. Donc, l'OPEP, c'est l'organisation qui représente plus de 70% du pétrole dans le monde. L'OPEP, c'est quelques pays qui ont 70% des réserves de pétrole, et eux, ils disent qu'il y en a toujours plus. Et il semblerait que le pic ait déjà eu lieu pour le pétrole, pour le charbon, le gaz, c'est à peu près la même chose. Là, il vous reste 40 ans de pétrole. 40 années de pétrole, ce qui se passe, c'est 40 années de pétrole de l'année 2022. Mais compte tenu du chapitre 1 qu'on vient de voir, que la technologie ne fait qu'augmenter. Donc l'énergie sera nécessaire, il va croître aussi. Donc les besoins en 2022 ne seront pas les besoins de 2023, ni les besoins de 2024, si on part de ce principe. Donc 40 années de pétrole en 2022,
pendant 30 ans jusqu'à que nous, notre génération, on ait 60 ans et des poussières et que tout s'effondre, ou bien on décide, ok, bon, on est responsable, on va penser un peu de manière durable et on va se dire, bon, on va commencer à diminuer pour gérer la descente en douceur. Hein. On va éviter de se casser la figure trop rapidement. Donc il y a 3 scénarios. Et ça, c'est un article de Nature, qui est une revue très connue, qui est assez amusante. C'est pour vous montrer à quel point le décalage des gens dans leur façon de penser et le décalage des scientifiques, la réalité, entre guillemets. Dans le scénario, accord de Paris 1,5 degré, qu'on doit respecter. Si on veut l'appliquer, il faudrait qu'il y ait 60% du pétrole et du gaz qui restent sous terre. On arrête là. Maintenant, dès demain, 60% du pétrole et du gaz, la foreuse au placard, on ne fore plus rien du tout, aucun forage, et on utilise autre chose. Et le charbon, made in China, c'est comme si on dirait à la Chine, le charbon là, demain, c'est stop. 90% du charbon doit rester sous la terre. Donc ça fait que les excavatrices, vous les rangez, les sociétés ferment, et c'est compliqué. Hein. Vous voyez à quel point c'est irréaliste. C'est totalement irréaliste. Donc là, on a encore beaucoup d'efforts à faire sur ce point. L'argent n'est basé que sur l'énergie. Pourquoi on crée plus d'argent? Parce qu'on pense qu'il y a plus d'énergie. Monnaie, parce que on a de l'énergie et parce qu'on pense qu'il nous en reste. Mais être riche nous permet d'avoir plus d'énergie. Vous comprenez ça? Mika Antonen, c'est un exemple milliardaire grâce au pétrole. Voilà, tout simplement du pétrole milliardaire. Et donc, plus on est milliardaire, plus on a d'énergie, parce qu'on va pouvoir acheter des machines, on va pouvoir acheter des industries, et on va pouvoir devenir encore plus riche, et encore plus d'énergie. Et voilà comment Amazon tourne, hein, et toutes les grosses industries. Ok? L'énergie, c'est fondamental. Et sauf que, il y a un problème, on a créé plus d'argent que d'énergie. L'énergie, il n'y en a plus trop, et de l'argent, il y en a toujours autant. Comment on va faire? À votre avis, comment on fait quand on a beaucoup d'argent mais peu d'énergie? On va créer ce que l'on appelle une dette. Et il n'y a pas un pays aujourd'hui qui a une dette qui ne s'élève pas à des milliers, des millions, voire des milliards d'euros. Et d'ailleurs, les dettes des pays sont plus élevées que les PIB des pays. Donc ça pose une question. Et la dette, ça permet ça. Ici, vous avez un graphe qui est basé sur l'énergie. On va utiliser l'énergie sans dette. Donc, l'énergie est calquée sur l'argent. Ou autrement dit, l'argent est calqué sur l'énergie. Donc, quand il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'argent. Maintenant, on va accéder aux dettes. Et les dettes, ça va nous permettre de consommer les ressources futures, ce qu'on est en train de faire en fait. Les ressources pour nos enfants, on est en train de les consommer maintenant parce qu'il n'en reste plus trop. Et en plus, on peut les payer plus tard. Et donc, on en vient à notre ami, dernière notion, le PIB, le fameux, celui qu'on aime tous. Tous les politiciens parlent de ça, l'économie est drivée, dirigée par le PIB. Plus on a de PIB, plus on est développé. Pour savoir si un pays est développé, on demande quoi en premier? Le PIB. La France a un PIB de temps, donc c'est un pays considéré comme développé. L'Inde est en voie de développement, ou même développé, on peut considérer, parce qu'il a un PIB de temps. Donc le PIB, c'est ce qui nous permet de se comparer. Mais vraiment évoluer, comme la démographie, comme l'énergie, tout est lié. Et je finirai, il me reste encore 2-3 diapos, je finirai par cette notion-là, un super organisme. Un super organisme. Je vous conseille, si vous êtes un peu anglophone, d'aller voir Nate Higgins ici, qui est un peu l'équivalent du Jean-Marc Jancovici français. Donc, Nate Higgins, il a dit que l'espèce humaine se transforme en super organisme insatiable. Insatiable, donc il est mort, il va jamais s'arrêter de manger. Et super organisme, c'est-à-dire que un super organisme, c'est un agencement de plusieurs personnes qui vont créer un collectif vers un but commun, le PIB ou la surproduction d'énergie. Et on est carrément dans ça. L'image, moi, qui me fascine chaque année, c'est devant les boutiques Apple. C'est pas pour jeter la pierre à moi le premier. Hein. J'ai un ordi, j'ai un iPhone. On a tous nos contradictions. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la frénésie qu'il y a autour de la technologie. Vous avez la sortie de l'iPhone, vous avez dans d'autres pays où il y a des queues la veille. C'est pour vous montrer à quel point on est drivé vers la technologie, qui est aussi synonyme de bonheur. On vend cette image-là dans les pays consuméristes, du style France, etc., les pays développés. Le superorganisme va amener à une métacrise, donc la crise globale. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui.
C'est pas pour vous faire le donneur de leçons. C'est que la métacrise, par définition, une métacrise, c'est tous les pans de la société qui vont être touchés. Le sport, vous en tant que citoyen, vous en tant que papa, maman, étudiant, en tant que vacancier, tout ça, va falloir le repenser. Donc l'argent, l'homme, il en veut toujours plus. Il va jamais s'arrêter. Là, vous avez l'énergie. Et là, vous avez l'énergie voulue. C'est ce qu'on veut là. Les politiciens ou les gérants des pays, ils veulent ça. Ils veulent qu'il y ait toujours plus d'énergie pour augmenter l'argent. Sauf que c'est pas vrai. Il va falloir redescendre. Et ça, on l'anticipe comment? Nate Higgins, dans sa théorie qui a été publiée dans le journal Ecological Economy, il dit que moi, l'idée, c'est pas de vous dire l'énergie fossile, c'est nul. Il n'y a rien de mieux. Il n'existera rien de mieux d'un point de vue physique ou chimique que les énergies fossiles. C'est le mieux du mieux en termes d'énergie. Vous voyez ce qu'on a fait, les tracteurs, tout ce que vous voulez. Rien de mieux. Le problème, c'est que là, il faudra installer quand même une pensée qui vise au mix énergétique. Utiliser de l'énergie fossile, mais utiliser aussi de l'énergie renouvelable. Parce que là, si on diminue, Nate Higgins, il propose de faire ça. De garder l'énergie fossile pour le strict minimum. Des secteurs qu'on privilégie, je ne sais pas, l'éducation, la santé, la faim, tout ça, garder un peu d'énergie fossile pour ne pas prendre le mur et faire ça. Une descente tranquille et faire une refonte de la société et utiliser l'énergie fossile comme il faut. Mais on est aveugle volontairement pour moi. On le sait tous. Je veux dire, qui c'est qui n'a pas entendu parler d'écologie maintenant? Tout le monde en parle sur les infos. Comment changer? Parce qu'en réalité, le mode de vie dans lequel on va devoir vivre plus tard, ça va diminuer notre confort actuel. Et donc là, pour moi, on fait ça. On est volontairement aveugle. On sait que l'énergie va diminuer. On sait que l'énergie fossile ne va plus être ce qu'elle était, que de manière générale, les minerais vont diminuer aussi, mais sans se soucier de la durabilité et de la soutenabilité de notre monde. C'est ça le problème. Et CFTD2, on va voir ensemble les conséquences de tout ce qu'on a. Et là, prenez des Doliprane. Ici, moi j'appelle ça l'homo payibiens, drivé par le PIB, toujours et encore, la croissance, le développement. Et l'idée, un jour, et vous allez partir avec cette question à la maison, imaginez qu'être riche, ou être un étudiant à la mode, ou être étudiant stylé, c'est quelqu'un qui a des habits recyclés, ou qui a des habits de seconde main, ou qui n'a pas le dernier iPhone. C'est des questions qui peuvent se poser. Imaginez ça. Parce que qui c'est qui a la mode aujourd'hui? C'est celui qui a les dernières pompes Nike, celui qui a le dernier iPhone. Mais imaginons que plus tard, celui qui a la mode, qui a la classe, c'est celui qui fait des gestes pour l'environnement, des vêtements recyclés, des produits de seconde main, etc. Et donc pour le pays, c'est pareil. Imaginons qu'un pays riche, c'est un pays qui fait attention au climat. Un pays riche, c'est un pays qui fait attention à ses écosystèmes, ses animaux, de répartir l'énergie, répartir les richesses. Et ça vient avec ce que dit Raworth, qui a inventé la théorie du donut, qu'on verra. Donuts, pas à manger. Là, c'est une théorie vraiment scientifique sur la sobriété. Et une économie saine devrait être conçue pour l'épanouissement, pas pour la croissance. Pensez à ça. C'est hyper important. Le beau petit message mignon, la sobriété, voilà, c'est le message clé et on l'abordera au second cours. Et voilà, donc ici, c'était à quoi ressemble l'étudiant STAPS sobre par la notion de sobriété. Qu'est-ce qu'un étudiant sobre en 2025? Un étudiant STAPS qui est respectueux de l'environnement. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Je vous laisse réfléchir sur ça. Et la prochaine fois où on se voit, vendredi prochain, on débutera par quelques idées de votre part sur cette notion d'étudiant STAPS sobre. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la filière?